tous et bienvenue donc dans ce nouvel épisode de Pole Position. On reprend après une brève interruption. Évidemment, les actualités internationales n'ont pas manqué ces derniers mois, comme nous avons tous pu le voir à la télé ou ailleurs. Pour aujourd'hui, on revient un petit peu sur cette désormais intitulée, appelée et adoubée guerre des 12 jours, déjà prêt à être intégrée dans les manuels scolaires apparemment selon les journalistes, entre Israël et l'Iran, suite à l'attaque surprise d'Israël contre l'Iran, notamment contre la capitale Téhéran, qui a été durement bombardée début juin. Il faut revenir quand même sur cette affaire, puisque on peut pas vraiment dire que la guerre est terminée, même si les hostilités se sont momentanément arrêtées, c'est par le cessez-le-feu. L'état de guerre est existant, même s'il est vrai qu'aucune déclaration de guerre n'a été faite par Israël, comme d'habitude. On est dans ce système un peu de guerre hybride non déclarée, mais qui est constante, et donc qui crée une constante incertitude sur ce que va faire le régime israélien dans la région. C'est intéressant de revenir là-dessus, d'autant plus que le bilan des médias officiels complètement alignés sur le narratif de Tel Aviv ou de Washington était assez lamentable, comme d'habitude. D'ailleurs, on n'était pas très loin des explications que les Iraniens mettaient des puces de machine à laver pour lancer des missiles. On était dans cet ordre-là. Donc, selon les médias, Israël aurait gagné la guerre. Trump serait un homme de paix, comme on a pu tous le constater avec son bombardement de l'Iran en soutien à Israël. Effectivement, on a bien vu les conceptions qu'avait le régime, l'actuelle gouvernance donc de Washington de la paix. En tout cas, c'est une douche froide pour tous les souverainistes de droite qui ne juraient que par Trump à son arrivée au pouvoir pour son deuxième mandat, qui nous expliquaient que voilà, ça allait être la paix mondiale et que tout allait rentrer dans l'ordre comme si c'était qu'une question de politique finalement individuelle ou de volonté propre d'un dirigeant politique et qu'il n'y avait pas derrière des intérêts du capitalisme monopolistique d'État états-unien et de ses intérêts, de ses soutiens un peu partout dans le monde, notamment en Israël, puisque c'est difficile de différencier le capitalisme israélien du capitalisme américain, tellement ils sont interpénétrés. On peut dire que Israël est une sorte d'excroissance, d'extension du capitalisme américain et donc de l'impérialisme au niveau global. Et c'est sans aucun doute sa première ligne de front contre les pays, les peuples arabes, les pays du Moyen-Orient. Ça a d'ailleurs été utilisé depuis la guerre froide pour diviser et attaquer systématiquement tous les pays arabes, et notamment les pays qui avaient revendiqué le panarabisme et le socialisme arabe, notamment la Syrie du Bas. Donc voilà, cette logique-là continue indépendamment de qui est aux commandes de l'exécutif. Et ça vaut aussi bien pour les États-Unis que pour Israël d'ailleurs, puisque la guerre contre Gaza, contre le Liban, le projet du Grand Israël, tout ça, c'est pas Netanyahou tout seul qui l'a inventé, ça vient de plus loin, et ça continuera après lui, même s'il devait tomber, comme nous le savons. Il faut quand même revenir justement sur, en quelque sorte, le bilan de cette guerre, enfin en tout cas de cette phase de la guerre, si on pouvait dire, ces 12 jours d'échange de missiles. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est suite effectivement à l'intervention, à l'intromission des États-Unis que les échanges de missiles ont arrêté. Donc effectivement, on peut se poser la question, puisque l'Iran n'a pas désarmé face à Israël, y compris face aux États-Unis, il a été assez clair de voir que Donald Trump voulait imposer, notamment en négociation avec Netanyahou, la fin des hostilités, puisque Netanyahou s'était jeté dans un conflit qui ne pouvait pas gagner. D'une certaine manière, c'est intéressant de voir certains rapports qui sont publiés par-ci, par-là, pas par la grande presse ou par les grands médias, bien évidemment, vous en doutez, même si malgré tout, certains médias, y compris israéliens, ont reconnu la quantité de dégâts qu'ils ont souffert, donc même ce genre d'information n'est pas transmise ici en France. Par exemple, le Daily Telegraph avait cité un rapport sur ce conflit qui confirmait que plus de 40 infrastructures stratégiques, militaires et civiles israéliennes avaient été frappées, partiellement détruites par des missiles iraniens, dont 5 bases militaires. Alors on a la base, par exemple, la grande base aérienne de Tel Nof, le camp Gilo, le camp Ziporit, donc à peu près sur tout le territoire israélien. On peut citer également le ministère de la Défense, qui fait office de Pentagone israélien, sous lequel était caché le cabinet israélien et l'état-major
qui a aussi été bombardée, donc qui était un peu, en quelque sorte, un coup de semence à l'attention de ce régime sioniste qui était en pleine escalade militaire contre la puissance militaire iranienne. Ce qui ressort de ces rapports, finalement, en quelque sorte, c'est que les Israéliens et Netanyahou avaient largement sous-estimé la capacité balistique de l'Iran, avec tout ce fameux système de multicouches qui, en fait, est le fait que les États-Unis et un certain nombre de pays défendent Israël pour Israël, font le sale boulot pour Israël, de protéger Israël, pendant qu'Israël attaque les autres. Donc ce fameux système de défense multicouche qui intégrait la collaboration directe des autres pays de la région, notamment des dictatures islamistes du Golfe, comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, le nouveau régime d'Al-Qaïda en Syrie qui a été reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée. Tous ces gens-là ont protégé Israël. Et pourtant, même comme ça n'a pas suffi à empêcher que le territoire israélien soit bombardé sur sa superficie entière. Donc il n'y a pas d'endroit qui était à l'abri des missiles iraniens. Donc ils ont sous-estimé cette capacité balistique de l'Iran, ils ont sous-estimé les dégâts subis. Donc c'est intéressant de voir que il n'y a pas d'infirmation de certains rapports, ou tout du moins il semblerait que les autorités israéliennes entretiennent un certain flou sur la quantité de dégâts, mais les vidéos qui ont circulé sur des caméras qui étaient en direct, ainsi qu'un certain nombre de réseaux sociaux ont permis de voir un peu ce qui se passait. Donc on sait que, par exemple, la ville d'Haïfa a été touchée. Haïfa, c'est le principal port d'import-export d'Israël, c'est un tiers de l'import-export d'Israël au nord du pays, a été durement touché, les infrastructures sont partiellement inutilisables. Ça inclut également la plus grande raffinerie de pétrole qui est responsable de 80% du raffinage de pétrole pour Israël. Donc c'est pour se donner un peu des dimensions de ce que représentent ces dégâts. Des bâtiments gouvernementaux aussi ont été détruits. Le bâtiment gouvernemental à Haïfa qui est responsable de l'administration de l'État sioniste dans tout le nord, ce qui inclut aussi les territoires illégaux occupés dans le Golan et une partie du nord de la Cisjordanie, de colonies illégales dans le nord de la Cisjordanie, a été pratiquement rasé. Donc voilà, plus de 40 infrastructures militaires et civiles qui ont été détruites. Bien sûr, d'autres missiles qui sont tombés un peu au hasard, au gré de la défense. Évidemment, si on regarde le bilan des pertes, il est beaucoup moindre pour Israël que pour l'Iran, pour la simple et bonne raison que, on le sait déjà, l'Iran n'a pas cherché à tuer délibérément des civils ou en général des personnalités, mis à part le ministère de la Défense, qui pouvait être un peu une sorte de coup de semence contre le cabinet israélien, mais globalement l'Iran n'a pas cherché à tuer des civils israéliens, contrairement à Israël qui, elle, a tiré délibérément sur des bâtiments résidentiels à Téhéran et dans d'autres villes iraniennes pour causer un nombre beaucoup plus important de pertes. Donc côté israélien, on serait autour de quelques dizaines, une centaine, côté iranien, plus d'un millier. Donc on voit qu'il y a une asymétrie, mais c'est une asymétrie qui a à voir avec la nature profonde du régime qui est en place, un régime terroriste pour Israël qui, comme on le sait, pratique un génocide à Gaza et se fiche éperdument de massacrer des populations civiles, y compris de faire tuer ses propres citoyens. On l'a vu avec le cas des otages qui étaient tués par les bombardements sur Gaza. On voit également que des sites stratégiques de défense anti-aérienne israéliens étaient positionnés dans des quartiers résidentiels, ce qui veut dire que s'ils étaient visés par des missiles iraniens, forcément ça allait causer des dégâts civils. Donc c'est un peu la même tactique utilisée par l'Ukraine, le régime ukrainien, d'utiliser des civils comme boucliers humains, en espérant que l'adversaire n'osera pas les viser. Donc d'un côté on se défoule sur les civils, de l'autre côté on utilise sa propre population comme bouclier s'il le faut. Donc ça n'a rien de surprenant. D'ailleurs, on le publiait assez largement, mais le régime ukrainien et le régime israélien se paraissent en tout point. Ils sont d'ailleurs très proches militairement, politiquement et diplomatiquement, puisque, comme l'avait décrit un personnage assez connu en France comme BHL, disait qu'ils menaient le même combat. Effectivement, c'est une même partie du front militaire mondial de l'impérialisme contre les pays souverains ou indépendants qui cherchent à y résister. Et donc ce n'est pas surprenant qu'ils collaborent. D'autant plus que le fascisme israélien finalement trouve
accointances avec le néonazisme ukrainien, puisqu'ils se complètent à merveille quant à leur haine absolue de tout ce qu'ils considèrent comme étant des peuples inférieurs. Alors d'un côté, ça peut être pour motifs religieux, de l'autre côté, c'est des motifs de race qui sont invoqués, mais au final, c'est le même objectif. Donc pour revenir un peu à cette affaire de la guerre avec l'Iran, ce qui est aussi intéressant, c'est que de l'autre côté, les dégâts aux infrastructures iraniennes, il n'a pas été confirmé que les capacités de production d'uranium et d'enrichissement d'uranium et les infrastructures nucléaires iraniennes étaient vraiment sérieusement détruites. Ils ont sous-estimé finalement la défense iranienne et sa capacité à se protéger des attaques. Ils ont sous-estimé sa capacité à répliquer. Et quand j'ai pu un petit peu l'évoquer, mais les dégâts sur Israël, qui est un territoire très petit en superficie, c'est à peine plus qu'un département français, sont beaucoup plus importants, relativement parlant, même s'il y a plus de missiles israéliens qui sont écrasés en Iran que de l'autre côté. C'est beaucoup plus important pour eux, puisque finalement, leur économie ne tient pas à grand-chose. Donc avec la destruction de ports stratégiques, l'économie israélienne est en danger de crise profonde. De même, les infrastructures stratégiques militaires israéliennes ne sont pas hors de portée des missiles iraniens. D'ailleurs, on a pu le voir dans le cas de certains missiles hypersoniques qui de toute façon pouvaient facilement passer la défense. Donc tout ça pour dire que on peut parler d'une défaite tactique d'Israël contre l'Iran, et que c'est d'ailleurs la vraie raison du cessez-le-feu qui a été finalement demandé par Donald Trump. Donc c'est pas un cessez-le-feu par intérêt pacifique ou par le pacifisme comme idéal, comme vous pouvez vous en douter, c'est un cessez-le-feu pour protéger ses intérêts, les intérêts de sa colonie au Proche-Orient qui s'était mis dans un conflit qu'elle ne pouvait pas gagner, y compris avec le soutien des États-Unis. Donc voilà les raisons finalement en quelque sorte de cesser le feu. Évidemment, on peut se réjouir que les hostilités s'arrêtent en tant que défenseur de la paix mondiale et anti-impérialiste, mais il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait que les causes profondes du conflit demeurent, que la nature du régime israélien n'a pas changé, la nature des intérêts impérialistes n'a pas changé, et que donc, très probablement, les hostilités vont reprendre. Elles ont déjà repris avec une nouvelle opération militaire contre Gaza, on sait, qu'il y a aussi eu des bombardements et des attaques contre le Liban, donc voilà, ça ne va pas s'arrêter. C'est une simple pause, entre guillemets, dans une escalade militaire qui avait été visiblement pas suffisamment préparée et mal maîtrisée par Israël contre l'Iran. Comme on le voit, et d'ailleurs les pronostics des médias et de toute cette presse feuille de chou au service de la propagande de guerre qui proclamait que le régime iranien allait s'effondrer dans 3-4 jours, ou que tous ses dirigeants avaient fui le pays, ou qu'ils avaient tous été assassinés. Bon, certains dirigeants ont été effectivement assassinés, mais les autres ont su se protéger. Finalement, le régime est toujours en place. Et d'une certaine manière, on peut dire que Israël a rendu un service au régime iranien, puisque désormais l'écrasante majorité de sa population soutient son gouvernement, ses institutions, puisque c'est une question de défense nationale, de patriotisme qui a été largement ravivée par cette attaque lâche et surprise d'Israël, qui a tué un grand nombre de civils et de gens innocents. Donc finalement, le peuple iranien, dans sa majorité, maintenant, soutient complètement le gouvernement, et il faut voir les manifestations de rue à Téhéran ou dans certaines grandes villes qui demandent plus de représailles contre Israël. Donc bon, c'est tout le contraire de ce qui était annoncé dans les médias officiels occidentaux, complètement aux ordres de toute façon de la post-vérité. C'est pas très difficile de le voir d'ailleurs, et heureusement qu'on a les réseaux sociaux pour ça. Mais en somme, finalement, dans ce conflit, c'est quand même une défaite tactique d'Israël et une victoire tactique pour l'Iran, qui a démontré que, même s'il est vrai que la victoire en Syrie de l'impérialisme contre les forces anti-impérialistes était certainement une victoire stratégique, ça ne signifiait pas que l'Iran était assez faible pour s'écrouler comme ça, juste par une escalade militaire. Donc ils se sont arrêtés dès qu'ils ont compris que ça ne marcherait pas et que Israël finalement allait perdre le rapport de force sur le moyen long terme, vu que ses défenses étaient en train de s'épuiser. Chaque salve iranienne faisait de plus en plus de dégâts, puisque les défenses aériennes d'Israël s'épuisaient, donc ils savaient que c'était sur le moyen terme impossible à gagner.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres tentatives d'attaquer l'Iran, mais avec des forces ou des effectifs différents et avec une stratégie qui sera différente. Dans tous les cas, pour nous, au PRCF, pour les militants franchement communistes et progressistes du PRCF, c'est la démonstration de la nature de l'impérialisme, de sa nature potentiellement exterministe, de la nécessité absolue, puisque la France a soutenu la défense d'Israël alors qu'Israël était impliqué, encore une fois, dans une attaque terroriste et illégale contre un pays souverain, la nécessité de mettre fin à toute coopération militaire avec Israël, la nécessité de prendre des sanctions contre Israël, la nécessité que la France devienne un pays indépendant de l'OTAN et de toutes ces coalitions militaires, impérialistes, fascistes, on va dire, qui va de l'Ukraine au Proche-Orient et qui continue jusqu'au Pacifique, et garantir en quelque sorte la protection de l'intérêt commun de la nation face à certains qui cherchent à nous entraîner dans un conflit qui aurait pu dégénérer très facilement au vu de ce qui était impliqué, puisque d'un côté Israël menaçait avec la bombe, de l'autre côté le Pakistan qui a la bombe soutenait l'Iran, donc ça aurait pu dégénérer très rapidement. D'où la nécessité que la France devienne indépendante et de soutenir, comme nous le demandons, les 4 sorties, notamment à commencer par la sortie de l'OTAN, de l'Union européenne et de l'euro. Et d'ailleurs, on reparlera de cette question de l'euro et de la monnaie, des monnaies internationales dans une prochaine vidéo. Merci à tous pour nous avoir écoutés et on vous dit à la suite. À très bientôt, au revoir.